Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de French Wargaming qui va être dédiée à un nouveau gros bébé sorti cette année, Europa Universalis The Price of Power. Ce jeu de Aegir Games a d'abord été présenté sous la forme d'un Kickstarter et d'une campagne qui a eu lieu il y a plus de 3 ans, presque 4 si je ne me trompe pas, et qui a survécu à la crise Covid et à la flambée des prix des matières premières pour être enfin livré en ce début d'année. Ce jeu est un peu un serpent qui se mord la queue, puisqu'il s'agit d'un jeu de plateau, tiré d'un jeu de vidéo, tiré d'un jeu de plateau. La première version de Europa Universalis étant sortie en 1993. On avait là un jeu bien velu, bien costaud, auquel je n'ai pas eu la chance de jouer, mais qui a marqué les esprits et qui a été à l'origine d'un jeu vidéo à succès. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos dédiées au jeu. On va ici présenter le matériel et les grands concepts du jeu, et j'aborderai dans d'autres vidéos des parties de règles, des points importants à revoir et à comprendre, et pourquoi pas une partie de test si cela vous intéresse. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire quelle partie vous voulez approfondir, quel point de règle vous voulez comprendre ou présenter, et je me ferai une joie de les présenter en vidéo. Merci, et on passe tout de suite à la partie matérielle. Commençons notre tour du matériel par le grand classique, livret de règles. On a un livret ici d'une 50aine de pages qui va nous permettre d'apprendre toutes les règles du jeu. Et pour commencer, l'iconographie liée à toutes les fonctions et tous les pions du jeu. Ça va être nécessaire. Ainsi que tous les concepts généraux. Le livret de règles va nous présenter toutes les règles du setup aux règles de tour. Qu'est-ce qu'on peut faire durant le tour? Et quand je parlais d'iconographie, ça va être utile parce que toutes les icônes sont utilisées dans le texte. Donc ça peut faire parfois des pâtés un peu indigestes tant qu'on n'a pas encore pris le pli, mais c'est une habitude qu'on va prendre rapidement. Au bout d'un tour ou deux, on commence à être un peu plus à l'aise là-dessus. Donc le livret de règles va nous rappeler toutes les séquences de jeu, comment fonctionnent tous les grands concepts, parfois avec des petits allers-retours entre quelques pages. Ils auraient peut-être pu faire un effort là-dessus. Mais globalement, ça se lit bien et c'est assez facile à prendre en main. Après ce livret de règles, on va avoir deux livrets de scénarios. Un premier livret de scénarios qui va nous présenter les scénarios de base, qui vont être très utiles pour se faire la main sur les règles. À chaque fois, un scénario va faire une petite introduction historique et générale, va indiquer comment faire le setup, pour les missions, qui est empereur, qui dirige le pape, s'il y a des bonus, etc. Surtout, ça va nous décrire ce qui est rappelé sur des cartes de début, mais ça va nous décrire qui possède quoi au moment où on commence la partie, et comment constituer les decks d'event. Plus de 3 autres informations qui pourront nous servir sur des variantes à utiliser. Donc ça, c'est un premier livret de règles. On va arriver à un deuxième livret de scénario, avec des scénarios un peu plus gros, un peu plus complexes, typiquement ce qu'on appelle la grande campagne, qui se joue à 6 joueurs et qui représente 16 rounds. Donc un gros bébé, et on va avoir d'autres scénarios un peu plus exotiques, la montée de Napoléon, un scénario pour s'amuser à refaire Here a Stand, ou là je crois que c'est un scénario pour Byzance. Voilà. Donc on va avoir des scénarios un peu plus complexes, un peu plus exotiques dans ce livret 2. En plus de ça, on va avoir un livret qui va nous expliquer comment gérer les bots. Car c'est un des intérêts du jeu, on va pouvoir remplacer un joueur ou deux par des bots. Les bots sont entièrement automatisés, sont assez bien faits, il faut le dire, et reposent principalement sur des diagrammes de décision. Et il y en a un petit paquet. J'ai essayé une partie avec des bots. J'avoue que je suis pas trop fan. Il y en a qui adorent, parce que peut-être qu'ils n'ont pas de joueurs à disposition ou autre, donc remplacer un joueur par un bot, c'est toujours plus pratique quand on joue tout seul. Perso, malgré le fait d'être informaticien, moins j'ai de diagrammes comme ça, mieux je me porte. Mais globalement, c'est assez bien fait, et ça permet de résoudre un peu tous les cas, pour pouvoir gérer un bot qui va du coup influencer sur la partie. Pas forcément quand un vrai joueur, un bot ne trahit pas, malheureusement, mais voilà, qui peut permettre de remplacer un joueur au moins sur une partie où on veut tester par exemple. En plus de ça, on va avoir
des cartes récapitulant pour chaque joueur comment se passe un tour. Donc, un round décrit en phase par phase. Quand on doit faire nos tours, qu'est-ce qu'on peut faire comme action? Des récapitulatifs pour les militaires, les récapitulatifs des événements, les symboles des événements, et derrière, tout ce qui est déclaration de guerre, gestion des call to arms, donc de l'appel à l'aide des alliés, et gestion des combats. Chaque joueur aura donc cette petite carte-là. Et enfin, on a aussi une carte qui nous permet, encore avec un diagramme de décision, de gérer une des choses les plus complexes du jeu, la résolution des paix. Comment résoudre une paix pour mettre fin à une guerre? Donc, ça a l'air complexe, c'est un peu moche, faut le dire, mais voilà, ça se suit, ça se gère, et au bout d'une partie ou deux, on a vite l'habitude. Même chose pour les batailles, où il y a beaucoup moins de cas à prendre en compte, mais où on peut avoir des décisions différentes en fonction des résultats des combats, donc c'est intéressant d'avoir ce récapitulatif-là. Voilà pour la partie papier, je tendrai à dire, et on va maintenant regarder vraiment le matériel qui sert pour une partie. Comme prévu, on va continuer avec le matériel mis à disposition pour chaque joueur, qui va recevoir une boîte comme ça, contenant tous ses pions, lui permettant de représenter son influence et son matériel. On va commencer par les grandes villes, ou grandes provinces, les petites villes, les pions d'influence, les pions de marchands ou de marqueurs de points, les navires, les soldats, et les armées avec la flotte. Ça, c'est ce que chaque joueur va recevoir. On a donc 6 boîtes comme ça pour tous les joueurs. En plus de ça, on a des pions en carton. Donc là, je vous montre par exemple les alliances, les mariages, les paix ou les guerres, et les tokens de revendication qui sont recto verso avec de l'autre côté les CB et le fait d'avoir corps certaines provinces. Donc ça, c'est la boîte de chaque joueur. On reçoit aussi un plateau qui va représenter notre royaume. Donc avec la stabilité, les troupes utilisées, les troupes disponibles, la trésorerie, la religion de notre État, le fait qu'on ait fait un focus ou pas, j'expliquerai ça plus tard, et en plus de ça, donc les petites villes, les grandes villes, les vassaux, et 3 zones qui vont représenter les points de pouvoir de notre monarque. On a aussi l'emplacement pour notre monarque, et 3 emplacements pour nos conseillers. On a enfin de quoi représenter nos armées et notre flotte. Donc une armée, représentée par un pion, va contenir des troupes, de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, un mélange des 3 si on veut, et c'est le cas pour nos 3 armées, à chaque fois avec un emplacement pour mettre un général aussi. Notre flotte, dans la même logique, va représenter nos vaisseaux légers, nos galères ou nos vaisseaux lourds avec un amiral. Tous les joueurs auront donc tout ce matériel, une boîte et un plateau représentant leur nation. Par exemple, ici, on a un plateau pour l'Autriche, avec les villes, grandes et petites, les vassaux, les points de monarque. Voilà, ça vous donne un petit peu un exemple une fois que c'est déployé. On a aussi un plateau commun, plateau qui va comprendre les ducats, 1, 5, 10, les troupes noires, donc les troupes noires qui vont représenter les rebelles ou les troupes alliées, les navires qui vont représenter les pirates ou les navires alliés, quasiment tout le temps les pirates d'ailleurs. Les pions oranges, ce sera pour les mercenaires, parce qu'on peut aussi lever des mercenaires au sein de nos armées, et les cubes d'influence impériale. Ça, c'est un plateau commun qui sera utilisable par tout le monde. Et on a aussi une petite planche qui va représenter la partie. Donc même chose, c'est quelque chose de commun à tout le monde, avec la partie du pape, qui contrôle quelques cardinaux, le fait d'avoir passé son tour, d'avoir déjà pris son event ou pas, et une partie pour l'empereur, donc qui va représenter le pouvoir impérial et les bonus liés qui sont décrits en dessous. On va maintenant faire le tour de toutes les cartes mises à disposition par le jeu, à commencer par le paquet de cartes de setup. Donc ces cartes vont vous permettre de mettre en place toutes vos parties avec les nations mises à disposition dans le jeu, que ce soit en 1444 ou sur le deuxième setup.
On y trouve la religion, les provinces, les influences, les relations diplomatiques, les marchands, et des informations complémentaires, comme par exemple les armées, les colons, ou les rois et reines de setup de votre nation. Chaque nation va aussi avoir des missions qui lui sont propres, avec un paquet de cartes de missions que je vous présente. Ici, les cartes ottomanes, par exemple. On va avoir deux types de missions. Les missions initiales, les missions vertes, par lesquelles il faudra commencer, et ensuite les missions jaunes, qui seront des missions qui seront débloquées au fur et à mesure que l'on avancera dans la partie et qu'on débloquera des missions. On a tout un arbre de missions qui va nous permettre de gagner des points de victoire en haut de chaque carte et d'avoir des effets intéressants, des armées, de l'argent, des colons, même des claims, donc des revendications, voilà. L'idée étant que ça va nous guider dans la partie pour orienter notre nation. Autre carte disponible dans le jeu, les milestones. Milestones ou points d'étape, on va dire. On va avoir plusieurs types de milestones. Des milestones militaires, économiques, expansion et politiques. C'était caché en dessous. Ces milestones vont à chaque fois avoir donc un titre, une condition à remplir au centre et des points de victoire associés. Qu'on soit le premier, le deuxième ou le troisième à remplir la milestone. Et en plus de ça, on va aussi avoir un petit bonus qui va décrire les points de monarque que l'on gagne quand on remplit cette milestone. Ici, par exemple, 2 points militaires. Ces milestones sont disponibles pour tout le monde peut scorer à tout moment, une fois que la condition est remplie. Pour jouer dans la partie, on va utiliser 3 types de cartes. Des cartes diplomatiques, des cartes militaires et des cartes administratives. Ces cartes vont être centrales. On va en avoir entre 0 et 3 dans la main en plus à chaque tour en fonction de ce qu'on veut acheter. Et elles vont nous permettre de faire pas mal de choses. Elles vont nous permettre d'avoir des conseillers, de nouveaux monarques, mais c'est principalement sur les effets qui sont décrits sur les cartes qu'on va utiliser, qui vont nous permettre de déplacer des armées, de faire des alliances ou de la diplomatie, de faire de l'administratif, de la colonisation, etc. Donc toutes ces actions vont être faites grâce à des cartes qu'on va pouvoir jouer à chaque tour. Autre type de cartes, les cartes de commerce, ou trade en anglais, qui vont nous permettre de générer de l'argent tout au long de la partie. Ces cartes vont mettre à disposition des produits, vont nous expliquer combien on peut gagner, et surtout, on va nous indiquer où est-ce qu'on peut faire ce commerce. Le commerce va être important parce qu'il va falloir générer de l'argent, le nerf de la guerre comme d'habitude, et du coup, ça va impacter le contrôle des zones commerciales qui vont être cruciales tout au long de la partie. Autour des cartes les plus centrales de la partie, les cartes d'événements. Chaque round, on va tirer nombre de joueurs plus une carte d'événement, et chaque joueur va devoir choisir une carte avant de pouvoir passer son tour. Évidemment, il en restera une, qui ne sera pas appliquée, mais on appliquera les effets d'en bas. Ces cartes sont extrêmement importantes et sont choisies en fonction du scénario et des nations. Ici, pour les cartes ottomanes du round 1, on va avoir par exemple une guerre turco-vénitienne, le dernier Khanat de Crimée, et on va devoir choisir entre tous ces événements quand ils vont être tirés au hasard, si on veut les prendre. On a possibilité, quand on prend une carte, de prendre un événement A ou B, en fonction de la carte, et évidemment, quelqu'un peut décider de nous bloquer et de prendre notre carte, et donc de ne pas prendre la sienne. C'est un choix, ce sera pas mal au niveau stratégique, et ça fera une certaine alternative historique. Les cartes vont aussi nous apporter un monarque, par exemple, et ce sont des monarques historiques, qui vont nous remplacer le monarque actuel. Souvent, on va avoir de bons monarques au début, ou des périodes un peu plus faibles, etc. Ces cartes sont extrêmement centrales, elles vont conditionner pas mal de choses dans la partie, elles vont lancer des guerres, elles vont lancer des rébellions, elles vont nous mettre des revendications, donc il va être très important de jouer là-dessus. Qui dit jeu entre joueurs, dit confrontation entre les joueurs, et friction. Ces confrontations sont poussées un peu plus en avant par les cartes, ici, Power Struggles. Ces cartes vont être là pour ramener des grands moments clés de l'histoire de l'Europe sur la partie et forcer les joueurs à ne pas rester dans leur coin et à s'opposer un peu plus les uns les autres, souvent autour de zones. Ici, la guerre de succession d'Espagne, la guerre de 7 ans, on trouve aussi les guerres d'Italie, etc. Ça va ramener du coup un peu de confrontation, ça va donner des récompenses si on arrive à remplir les conditions, ça va donc ramener un peu plus de piquant dans la partie. Ces cartes ne sont pas obligatoires
sachez-le. On va avoir un peu de tout. Elles vont être déclenchées par les événements et vont amener donc de la friction dans notre partie. Enfin, on va terminer avec les paquets de cartes de bots. Donc les bots vont tirer des cartes chaque tour. On va avoir un nombre de points de bots à utiliser et on va avoir des effets. Ces effets vont être traduits via des arbres de décision pour savoir exactement ce que va faire le bot. On va avoir tout un tas d'events et de décisions possibles qui vont être à chaque fois là pour driver les conditions du bot. On a 2 paquets de cartes de bot pour pouvoir jouer donc 2 bots en même temps, mais il est à noter que des extensions sont prévues et qui amèneront notamment d'autres bots pour jouer totalement en solo si on veut. Les bots sont donc card driven, ce qui amène ensuite à chaque carte à regarder sur l'arbre de décision ce qui va se passer. Passons maintenant à l'élément central de notre partie, le plateau de jeu, la carte, qui est composé de 2 parties. Une partie Europe de l'Ouest et colonies disponible dans le jeu de base à gauche, et une partie Europe de l'Est à droite, disponible dans l'extension, qui nous rajoute du coup la possibilité de jouer d'autres nations comme les Ottomans et la Russie. Cet élément central, la carte, va être utilisé évidemment à chaque partie. On a donc fait tout le tour du matériel mis à disposition pour jouer. Il est donc grand temps de mettre en place notre partie et regarder comment ça fonctionne. Pour jouer, on va commencer par une chose simple, c'est-à-dire choisir notre scénario. Ici, j'ai choisi un scénario de base avec 4 nations. Le scénario va aussi nous dire quels events préparer, quelles sont les missions à prendre en compte et quel est le setup impérial à mettre en place. On commence notre round par révéler les cartes d'event accessibles. Donc on a 5 cartes d'event parce que 4 joueurs, et on commence par révéler les 3 premières. Ici, on en a 3 donc, la guerre des 2 roses, des frictions aux frontières, et la mort de Charles le Chauve. Une fois les cartes d'event révélées, chaque joueur va pouvoir choisir ses cartes d'action dans l'ordre du tour. On prend une carte, puis une deuxième, puis une troisième. On a accès aux cartes diplomatiques, militaires et administratives. Une fois qu'on a décidé parmi les cartes combien on en garde, on paye 2 ducats pour chaque carte donnée, et cela finit dans notre main. On peut dépasser la limite de 5 cartes. Une fois les cartes choisies, chaque joueur choisit parmi les missions accessibles 2 cartes missions qu'il va garder pendant tout le round. On peut alors passer à notre succession de tours, ce qui va être vraiment dans notre round la partie très active des joueurs. On arrive donc à la phase d'action. Phase d'action qui va voir un certain nombre d'actions être prises par chacun des joueurs, chacun son tour. Le premier joueur est celui qui a le jeton premier joueur, soit indiqué par le scénario, soit parce qu'il a passé plus tôt que les autres le tour d'avant. Ces actions sont toutes prises, on en fait une par tour, mais on peut prendre un nombre d'actions mineures autant de fois qu'on veut pour notre tour. Un tour, c'est le fait de prendre une action. Pour cela, on va avoir divers types d'actions, des actions génériques, administratives, diplomatiques et militaires. On peut en prendre une par tour. Le fait de prendre une carte est aussi une action, une carte de notre main, j'entends, et dès qu'on a fait notre action, c'est au joueur suivant. On arrive donc à tout un ensemble de passages de tours. Une des actions est la prise d'un événement. Quand on a pris un événement, il faut l'indiquer sur le plateau de statut. Ici, par exemple, on va considérer que le joueur espagnol a pris son event. Chaque joueur qui prend son event l'indique sur le plateau de statut. Prendre un event permettra plus tard dans la partie de passer. On force ainsi tous les joueurs à prendre des events durant leur round. Un event représentant un passage historique important, c'est assez logique. Dès qu'un joueur a passé, on déplace son pion pour montrer qu'il a passé et il prend le nombre de ducats en fonction de sa position de passage. Le premier joueur gagne 5 ducats, le deuxième 3, le troisième 2 et ainsi de suite, en fonction évidemment du nombre de joueurs. Dès que le quatrième joueur a passé, les derniers joueurs encore en jeu ont un dernier tour à faire avant que se clôture ce round. A noter qu'il y a aussi des petites actions en plus sur le plateau de statut qui sont disponibles et qui ne sont pas dans les règles sur la feuille de base. Il s'agit de savoir si l'on joue en plus avec la papauté, et dans ce cas-là, on aura accès à des actions papales. Ici, l'excommunication et l'appel à la croisade, c'est disponible uniquement si on a le pape. Et aussi des actions en plus si on joue avec le HRE, une action en plus pour augmenter l'autorité impériale quand on est empereur. On va ensuite enchaîner avec la phase 3, la phase paix et rebelle, qui va nous servir à traiter les conséquences de ce qui a pu arriver pendant le tour au niveau rébellion, au niveau annexion et au niveau guerre.
On commence tout de suite par enlever les truths, donc les truths ce sont les trêves qu'il y a sur le plateau. Prenons exemple ici où nous avions une trêve entre la France et la Bretagne. On résout donc à ce moment-là la suppression des trêves, on enlève la trêve du plateau. On a ensuite la phase d'invasion des NPR. Les NPR ce sont les Non-Played Realms, donc les royaumes non joués. Dans notre cas, ici, on a l'Écosse et l'Angleterre qui sont en guerre. Les troupes écossaises disponibles et n'ont pas besoin de libérer du territoire chez eux. Elles vont pouvoir envahir l'Angleterre et porter la guerre directement dans le royaume anglais. Comme ça. On traite ensuite les sièges des rebelles. Prenons exemple ici, on peut voir qu'il y a des rebelles qui ont popé en Loire et une ville rebelle à assiéger. Le rebelle va donc aller assiéger la ville où il y a des troubles, Bourbon. Les rebelles vont assiéger en fonction de certaines conditions décrites dans le livre de règles et vont pouvoir directement aller assiéger Bourbon et en faire une ville rebelle. On passe ensuite à la résolution des paix. On peut voir ici que la France qui est en guerre contre la Provence occupe 2 villes de celle-ci, ici et ici. Il faut donc passer à la résolution des paix. Les paix étant assez complexes, il y a tout un chapitre dédié dans le livre de règles et il y a même un arbre décisionnel qui est à disposition pour bien comprendre ce qui se passe. On va avoir des paix allant de plusieurs niveaux, de la paix blanche où il ne se passe rien parce qu'on s'est regardé du coin de l'œil, à l'annexion totale comme c'est le cas ici, dans mon exemple. On a ensuite les pertes de prestige sous certaines conditions, puis la gestion des interrègnes, quand on n'a plus de monarque, il y a un traitement particulier parce que c'est pas la fête, et vient ensuite la gestion des religions dissidentes. Prenons notre exemple ici, où l'Espagne occupe Ceuta au Maroc du Nord, ici, qui est une ville catholique étant donné que l'Espagne est catholique, mais qui se trouve dans une région musulmane. On se retrouve donc avec des troubles qui se créent à Ceuta du fait de cette discordance religieuse. On enchaîne avec le gain ou l'ajout de rébellion en fonction de certains cas, et enfin, on va traiter tous les troubles actuels en jetant pour chaque zone des dés de rebelles. En continuant sur le cas de Ceuta, on a donc dans cette zone une province en trouble. On va donc jeter un dé pour savoir ce qui se passe sur cette province en elle-même. Hop, donc là, on enlève 2 du cas. Pour chacune des zones du jeu, on va jeter autant de dés qu'on a de villes en trouble, et ça concerne tous les joueurs. On traite immédiatement les effets, et on passe à la suite. On entre maintenant dans la phase 4, celle des pépettes, des revenus et des points de monarque. La première chose à faire, c'est qu'il est possible de couper des coûts. Licencier des troupes, ou enlever, par exemple, un conseiller, ou des conseillers. Ensuite, on peut aussi rentrer des bateaux au port pour ne pas payer la maintenance. On va ensuite calculer les revenus. La France ici gagne 10 et 9, donc 19. On va enlever les coûts induits par le reste, à savoir ici 4 troupes militaires, ici, donc on perd 4, et un conseiller, ici, qui coûte 2. On perd donc 6. On va gagner 19 moins 6, on gagne 13. On considère que les bateaux de tout à l'heure sont entrés au port, donc il n'y a pas de coûts qui leur sont induits. On rajoute les 13. On gère ensuite la corruption, à savoir si on a trop de sous, on a des pénalités. Ce n'est pas un problème pour le moment. On gère ensuite les points de monarque. Ici, notre roi a 3 en administratif, il gagne donc 3 cubes administratifs. On a 1 en diplomatie, on rajoute un cube, et il a 3 en militaire, plus 2 pour le conseiller. On rajoute donc 5 cubes en tout pour le militaire. Puis, on regarde si on marque des points de prestige. Par exemple, si on contrôle la curie, on va gagner les points de prestige. Et on passe à la dernière phase de jeu. Bien ensuite, la phase de nettoyage. On commence par débander les unités alliées que l'on avait recrutées pendant le tour. Hop là, elles retournent chez. Ensuite, on va mettre à jour notre manpower. Manpower, ce sont donc les capacités militaires, les réserves militaires que l'on a. Ici, pour la France, on a 5 et 5, on a donc 10 de manpower. On va compter actuellement combien on a, 4 là-haut, 4 en réserve, on a 8. On peut donc rajouter 2 unités dans notre manpower disponible.
Ensuite, on va rafraîchir les troupes utilisées. Donc minimum 3 à 6, en passant par la moitié. Ici, je peux donc rafraîchir 3, le minimum, et le remettre dans les troupes disponibles. On rafraîchit les marchands qui ont utilisé durant le round. Il faut juste les relever. On rajoute des colons dans le pool de colonisateurs. Ça, c'est disponible évidemment une fois qu'on a commencé la conquête du Nouveau Monde. Puis, on enlève les cubes qui ont été utilisés pour marquer le National Focus. On a terminé avec les petits plateaux joueurs. On va passer au nettoyage du grand plateau de la carte de jeu. On commence par enlever les alliances avec les gros DNPR. On enlève ensuite de la carte les cœurs, donc les cœurs qui représentaient les pertes avec les épidémies. On ajuste les cubes impériaux pour représenter le pouvoir impérial dans le HRE. On nettoie les tokens nationaux et on file le token premier joueur. Il n'y a alors plus qu'à reset les marqueurs de ronde et on a terminé cette phase de nettoyage. Voilà, on a pu voir ensemble le matériel mis à disposition et comment se déroule globalement un tour. On pourrait aller beaucoup plus loin, plus en profondeur dans la vidéo. Il y a largement la densité nécessaire pour faire 4-5 heures de vidéo. L'idée étant que c'était une petite présentation générale pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble Europa Universalis Price of Power et vous donner un petit peu envie de jouer. Je vais bien évidemment faire d'autres vidéos. Une vidéo centrée sur le HRE, le Saint-Empire, une vidéo centrée sur les combats, une autre sur l'intégralité des actions que l'on peut faire durant notre tour, et aussi une vidéo sur les events pour bien expliquer à quoi correspond chaque event. On a de quoi faire, le jeu le permet, et je ne vais pas me priver. Globalement, que penser du jeu ? J'ai déjà fait quelques parties déjà en solo pour tester le jeu, quelques parties de démo avec plusieurs personnes, et une vraie partie en cours sur TTS, donc Tabletop Simulator, qui permet de jouer en ligne. Eh bien, mine de rien, je suis assez satisfait parce que le côté historique est là, grâce aux events et grâce aux cartes qui m'ont provoqué la friction, les Power Struggles. C'est globalement assez équilibré, même si pour l'instant j'ai l'impression que l'Espagne est un peu une machine à engranger des points. On verra si j'arrive à aller plus loin que cette a priori là, mais des tests que j'ai fait moi, c'est quand même pas mal une machine à cash. Mais voilà, c'est quand même un jeu très sympa, assez profond, il y a pas mal d'actions disponibles, mais en même temps on peut pas faire beaucoup d'actions par tour parce qu'on est limité en points de monarque. Donc du coup il va falloir faire des choix, il va falloir orienter sa nation vers tel ou tel objectif, les objectifs qu'on aurait choisis nous parmi les milestones ou les missions qu'on a en main. Et voilà, il va falloir aussi gérer évidemment les petits désagréments que sont nos voisins. C'est aussi ce qui fait le sel de ce jeu, qui rajoute des grognements, mais c'est normal, mais qui rajoute aussi de la profondeur dans le sens où on a des vraies confrontations. On va du coup avoir à gérer nos voisins en même temps qu'on essaye de gérer nos plans. Ça, c'est très sympa. Un des petits trucs qui me chafouine, c'est la zone est, enfin centrale est de l'Europe. Pour avoir joué l'Autriche, c'est minuscule. On peut pas mettre grand chose dans les zones. C'est vite le bordel, je trouve. Voilà, s'il faut trouver quelque chose de négatif, on va mettre ça. Je suis globalement content du jeu. Je suis content d'avoir attendu je sais plus combien d'années pour l'avoir après l'avoir financé sur Kickstarter. C'est plutôt bien réussi, on ressent bien en même temps le côté board game et en même temps les sensations qu'on pouvait avoir dans la version vidéoludique. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais on retrouve quelques aspects assez similaires et graphiques, c'est sympa. Voilà, je suis plutôt content, satisfait du jeu, j'ai hâte de continuer les vidéos. N'hésitez pas à poser des questions, à me faire remarquer toute erreur que je peux avoir fait, on est humain, et à me dire, voilà, si vous avez besoin de vidéos sur tel ou tel point, je suis tout à fait ouvert à vos retours. Je vous remercie, et à très bientôt.